C'est bizarre, je suis encore revenu à cet endroit de grande conflagration universelle ou locale. Ça nous est égal pour l'instant parce que ça fait le même effet. Une sorte de flagrant délit et retour au lieu de crime. Et oui, même la sonorité change ici. J'ai seulement photographié tout ce qui est changé, bougé depuis que j'ai laissé les choses en leur état intact. J'ai même apporté des approvisionnements
Je suis là depuis 1 heure, il fait quand même tiède pour la saison. J'ai entendu une fois une grande explosion, mais seulement les corbeaux qui ont pris sérieux. Moi non plus, je n'ai pas pris très sérieux. Il y a eu quelques tirs à feu. Là, où je me trouve, ne ressemble plus à un stade de football, mais à un polygone de tir à feu, mais irrégulier. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir où sont les cibles et où sont les tireurs. Tout est calme en apparence et de temps en temps, il y a quelques balles qui sifflent, c'est tout. Moi, je suis venu pour juste chercher, comme dans une bibliothèque, un très ancien livre avec tout ce qui reste d'un ancien livre en turc avec une sorte de tache basque, c'est-à-dire avec les illustrations noir et blanc. Ce sont une sorte de gravure, mais je crois que c'est tache basque, c'est autre chose. C'est très... pour moi, c'était envoûtant, en fait, toute histoire d'Orient perse était bien racontée avec les petites anecdotes et paraboles, parfois des choses pédagogiques, mais c'est une bonne introduction à l'herméneutique de la vie, bien sûr, tout court, herméneutique des anciens allégories appliquées à l'aujourd'hui. C'est de la grande littérature pour le débutant. Mais, justement, c'est dans cette locaux où j'avais quand même étalé les pages de ce qui reste de ce livre. Là, il a pris beaucoup de dégâts. Il y a l'endroit où le plus grand changement, c'est là. C'est la première constatation. À l'entrée, à gauche, il y avait une petite, disons, abri contre les bombardiers. Là, avec très chaleureux. Vous savez, en fait, cet hiver, je m'étais abrité là. C'était un soir terrible de pluie, du vent. Je n'ai même pas bougé dans le stade. Je n'ai pas pu changer de locaux, mais c'était un endroit qui m'attendait. J'ai fait un film qui s'appelle d'ailleurs L'hospitalité sans nom. Et c'était ce soir-là. Je n'avais pas de grand approvisionnement, mais eux, ils avaient laissé la chambre préparée, c'est-à-dire un lit, une bibliothèque, une table, et même un fauteuil pour 3 personnes. Et il y a plein de fresques sur le mur. Les fresques sont restées intactes, mais la chambre, le lit, la table, la fauteuil, il y avait un grand miroir, tout est cassé. Mais incroyablement cassé. Et même les fenêtres qui étaient bien protégées contre le froid, comme il n'y avait pas de vitres, ils avaient des placards, disons, plans d'arbres. Là, ils ont enlevé aussi pour que ni porte ni fenêtre ce lieu soit jusqu'à l'éternité inhabitable. Je remarque que bien sûr nous sommes très près des palais nationaux, ce qu'on appelle palais national, ce qui reste de la Régence est passé à l'Assemblée nationale de notre République, s'il y en a encore. Et c'est une zone, non pas érogène, mais militaire, donc trop près à une zone militaire, mais il n'y a pas de soldats, finalement, c'est pas visible. Il y a un palais investi par sûrement des agents secrets pour, non pas pour archiver physiquement, mais peut-être que oui. Voilà. Mais il y a, je dirais, il n'y a même pas un chat, mais il y avait 2 chiens quand même, dont l'un est photographié par moi. Et
il n'y a pas eu de visiteurs. J'ai entendu des bruits de bouteilles et bruits des enfants, mais ils ne sont pas apparus, donc je me suis déplacé pour chercher dans la stade. Il y a plusieurs entrées et sorties de la stade, mais tout est bouclé. Mais je savais déjà qu'il y avait une ouverture belle par l'autopark, parking. Là, je crois que c'est par les orages, il y a un grand arbre centenaire qui est tombé juste là, s'écroulé, et quelqu'un a coupé ses branches et pour boucher la dernière sortie vers le nord. Donc, difficilement on peut encore sortir, mais s'il y a un moment de danger, c'est très difficile. Même, je n'ai pas essayé, mais j'ai constaté quand même qu'il y a combien sorties, combien entrées. Voilà, troisième constatation. Eh bien, je suis dans le parloir qui est resté presque intact. C'était le chambre de, comment ça s'appelle, room en anglais, shower room, quelque chose comme ça, parce que dans le mur, sur le mur, il y a des appareils pour mettre ses affaires pour les sportifs. Et pour retrouver, comme il n'y a pas de livre, alors avec quoi je m'occupe, j'ai trouvé un guidon, une pédale et un prix de décernement pour une commando de SAS. SAS, c'est une abréviation de quelque chose de très important, un commando élite, militaire, etc. C'est marine, je crois. Eh bien, c'est un prix décerné à un soldat qui s'appelle, bon, j'ai oublié son nom, Jenkvi, son nom de famille, c'était Janik. Alors, c'est moitié cassé, mais moi aussi j'avais pris le même, en fait, la taille, forme et même, bien sûr l'inscription est différente. J'ai aussi, il y a quelques années, avait reçu le même prix, c'est-à-dire comme matière tactile. Là, effectivement, je le garde soigneusement, mais ça, c'était jeté à moitié cassé. Et je l'ai soigneusement, affectueusement pris sur mes charges, bien sûr. Et il aura une place dans mes cabinets de curiosités. Alors, reprenons les choses par le début. Un guidon, un pédale, un prix décerné à un soldat inconnu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela? On va voir. Il ne fait pas encore la nuit, donc j'ai approvisionnement, c'est-à-dire toute la lumière artificielle, tout, mais je joue sur l'adrénaline. J'ai eu une grande chance. Il y a eu beaucoup d'intempéries, il y avait de neige. Je ne suis pas venu plus d'1 mois ici, donc le temps faisait vraiment mauvais. Même quand j'étais venu, je n'ai pas pu me promener. En plus, c'était déjà le soir. Alors, par grande chance, j'ai trouvé le livre dont il est question. Je ne connais pas le titre, mais il y a plein de petits chapitres. Là, comme par hasard, je suis tombé sur la page que je n'ai pas encore lue. Donc, et je peux continuer à mon lecture. En plus, je suis tombé sur une fascicule qui parle de moi, définie Ariane Adam, c'est-à-dire l'homme qui cherche un trésor, un chasseur de trésors. Les pages que photographiées, je les avais laissées sous le soleil, donc c'est complètement disparu. Mais ce qui est resté, les pages inconnues, du livre inconnu à l'intérieur, donc je les ai attrapées. Mais quand je cherche, parce qu'il y a beaucoup de matière plastique qui remplit tout, et je ne peux pas trop chiner les pages de livres, mais
ça vaut à revenir et trouver quelques pages de plus. Pour ce soir, ça me suffit pour la lecture. Je fais une imprudence de laisser quand même ces pages-là après avoir photographié et éternisé sous le soleil en plein air. C'est une faute. Mais je sais qu'il peut y avoir quelques exemplaires plus de ce livre, très précieux. Maintenant, je photographie au cas où il y a un voleur qui va me vendre, qui me oui, voler mes pages précieuses. Voilà que j'ai fini déjà mon lecture de cette petite fragment d'histoire qui me reste complet quand même. Alors, je vais vous résumer ou présenter exactement en traduction parfaite. Alors, je répète le titre du chapitre, sous-chapitre. Alors, l'homme qui cherchait du trésor. Un jour, à Bagdad, un homme d'une classe moyenne et de conditions modestes, qui vivait bon gré, mal gré, à Bagdad. Alors, un soir, il a vu un rêve dans la nuit. Et quelqu'un de très autre, une grande scène, lui est apparu dans ses rêves. Il disait que tu devrais aller en Égypte. Quand tu vas à Égypte, tu vas trouver un trésor. C'est ta tante et c'est pour toi ce trésor. Il faut que tu ailles à Égypte. Alors ce petit monsieur qui a des conditions modestes, il a cru à ce rêve, bien sûr, c'était son rêve à lui. Alors, il a fait tout pour pouvoir aller en Égypte. Il a marché, il a mendié, il a utilisé les grandes caravanes et ça dura des mois, aller de Bagdad à Égypte. Une fois qu'il était en Égypte, il était épuisé, il n'a pas trouvé du travail, il était oublié aussi, là, se mendiait comme un homme inférieur, mais comme tout le monde était musulman, on le comprenait, on donnait quelques sous. Alors, il se promenait partout en Égypte, à Caire, dans les rues de Caire. Donc, une soir encore, il est entré dans un grand endroit où il cherchait encore son trésor à lui, qui lui appartenait dans ses songes. Alors, un gardien l'attrapait. Il lui a demandé, il a dit que voilà, ce devrait être toi, le voleur que je cherchais. Tu as l'air d'un étranger, voilà, est-ce que tu es venu ici pour voler nos biens? Alors l'homme a répondu, il a dit que oui, je suis étranger, je viens de loin, je viens de Bagdad. Mais je ne suis pas voleur. J'ai fait un grand rêve. Il a raconté toute son histoire jusqu'à petit détail et tout ce qu'il a fait pendant le voyage et tout. Et le gardien, en l'écoutant, il a cru à ce monsieur. Et il lui a répondu d'une ton sec. Tu es un connard. L'homme a répondu, pourquoi? Moi, je suis un croyant, je fais des rêves, il y a des saints qui m'apparaissent. Écoute-moi, moi, depuis des années, je vois le même rêve chaque soir, mais je ne crois pas. Tu es un sot, tu es venu jusqu'à là pour trouver du trésor, tu es sot vraiment. Moi, je vois tous les soirs un rêve, un peu comme ça, et on me dit, quelqu'un, qu'il faut que tu ailles à Bagdad. Il faut absolument que tu
à Bagdad, il y a un truc pour toi. Mais je ne crois pas. Et même l'homme insiste tous les soirs, il me donne l'adresse exacte, l'endroit, il insiste, il essaie de me convaincre. Mais moi, je suis un homme de raison, je ne crois pas. Mais ce petit monsieur de Bagdad, il était quand même bouleversé parce que l'adresse qu'il lui donnait, mais c'était sa maison, c'était son couloir, c'était son petit jardin à côté. Oh là là! Il a raconté à sa gardien. Ah, et ce gardien, il a fait l'air de ne rien comprendre. Mais ce petit Bagdadien, il était sincère quand même. Il ne mentait pas jusque-là. Et lui non plus, il ne mentait pas. Alors, l'homme de Bagdad et l'homme de Kiel, sans vouloir, ils se sont embrassés. Ils avaient trouvé leur trésor. Il fait bon. Ça fait du bien un peu marcher quand même dans cette silence. Ah, je dirais pas absolu. Biologique, écologique, urbain. Voilà. J'ai fait un petit tour de mon jardin. Je veux voir si tout est en l'état. Ah oui, la nuit est prometteuse. Je repasse là-haut. J'avais chiné. J'espère que je prononce correctement. Chiné, c'est un mot très rare. J'utilise 2 fois dans ma vie. J'ai utilisé chiné en Chine. En Chine, ça devrait venir de Chine. Allez, je vais me poser un peu. Ici ou l'autre, enfin j'ai un choix maintenant. Mais il y a un petit éclairage. Et comme il y a tellement de choix, voilà, je choisis ce petit éclairage pour la lecture. Ben oui, depuis quand même quelques jours, peut-être plus, on joue un jeu de trouver perdu, perdu trouvé, en ce qui concerne l'objet. Dernièrement, j'avais ouvertement déclaré que l'objet est peut-être plus important, même en ce qui concerne l'intersubjectivité. C'est peut-être par le biais de l'intersubjectivité que l'objet gagne une importance, même plus que le sujet. Un sujet, c'est un mot très formel. Il faut dire l'être humain, tout simplement. L'être humain, c'est un organisme vivant, comme n'importe quel vivant. Donc, et il est en train de grandir, naître, mourir. Oui, c'est physiquement prévisible. Et comme disait, écrivait plus tard dans le 1000 plateaux, dans ce chapitre de visagérité, Gilles Deleuze et Félix Guattari, finalement, le visage humain est quelque chose de très laid. On peut dire ça, en fait. C'est rare de trouver un chien dire que « il est laid ». Non, je n'ai presque jamais vu. Mais les hommes et les femmes ont des visages vraiment laids. Le plus souvent, en tout cas aujourd'hui, c'est un chat laid, ça n'existe même pas.
c'est un amour inconditionnel des chats, en fait. Parce qu'ils meurent, en fait. Quand ils sont malades, ils meurent, donc ils ne deviennent pas moches. C'est ça, peut-être, l'explication. Mais qu'est-ce que je voulais dire? L'objet en question, l'objet trouvé perdu, c'est un jeu d'aller-retour. C'est un prétexte de revenir ici, d'avoir un objet perdu. Un objet trouvé, ensuite perdu, c'est encore plus intéressant parce que l'objet ne m'appartient pas. Il ne s'agit pas de l'objet en tout cas, il s'agit de la littérature, grande littérature de Rumi, n'est-ce pas, ce que je vous avais lu sans commenter. C'est une traduction presque exacte, mais quand même une sorte d'adaptation théâtrale, mais très fidèle à son sens. Bon, c'est ça l'objet. 2 feuilles, 3 feuilles, une illustration. Et cet objet vole notre cœur et entre dans nos rêves et nous fait venir, nous raconte une histoire. C'est ça, l'écrit est magique. Comment trouver une formule? En fait, l'image et l'écrit, quelle est leur différence ontologique? Les images, je dirais, nous instruisent comme nous grandissons, au sens d'avoir l'expérience de la vie. Au sens d'Alebnis, je crois, les images, en toutes sortes d'images, c'est pas seulement des effigies, mais des images qu'on voit, la vue en tout cas. Ce qu'on voit, nous mûrs, nous devenons mûrs naturellement, naturlich. Si nous voyons des choses, des scènes terribles, alors nous devenons mûrs autrement. Si nous voyons des choses toujours jolies, nous devenons pas très mûrs, nous restons enfants. Ça aussi c'est bien, en fait. Je vois les gens se marier très tôt, là ils restent enfants avec leurs enfants. Ça c'est une existence qui existe, qui est bel et bien, Mais l'écrit et comprendre l'écrit, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pas l'écrit, ça, on n'affiche pas sur le mur, mais on fait très souvent les calligraphies et tout. Mais pour le reste, autre raison de clin d'œil, d'anagrammatique, c'est différé dans le temps, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de compréhension, quand il n'y a pas une éducation, quand il n'y a pas un échange suivi, interprétation, là, l'écrit, on le pendra, on le pend sur le mur, en calligraphie. Voilà, l'écrit, ça touche autrement. L'écrit, c'est à la fois toutes les images et au-delà des images. L'écrit que je vous ai recité tout à l'heure, n'est-ce pas, l'écrit de Rumi. L'homme qui cherche un trésor, etc. On peut inventer 1000, mais c'est une histoire profondément enracinée dans les 1000 nuits et dans le drame baroque, grand théâtre, grande tragédie. Mais il écrit comme ça, comme il s'agissait d'un événement anodin de la vie quotidienne, farfelu. Et c'est ça qui rend convaincant, c'est ça. Ah, ça aussi, ça peut arriver. Ah c'est drôle. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est une histoire intéressante. Ah, c'est une grande trouvaille. Voilà. Toute la technicité esthète, ça,
c'est un processus de mûrissement de la parole, de l'approche, d'une manière. Mais le texte reste comme monument, comme ça, pour tout le monde lisible, et dérobé à la visibilité. Là, j'ai lu, récité plutôt. J'ai lu tout de suite dans la pénombre avant de tomber la nuit, mais j'ai récité dans la pénombre, donc sans lire. Tout était dans 2 minutes, tout était dans ma tête. 2 pages me suffisaient, 2 pages me bouleversaient. C'est ça l'énigme de l'écrit. 2 pages poussiéreuses, j'ai soigneusement plié, gardé, sans abîmer, mis dans une pochette et ensuite dans mon sac. Là, je suis tout à fait sa garderie, son avant-garde, son descendant, précurseur, non pas précurseur, successeur, précurseur et successeur peut-être, successeur, fidèle. C'est ça, mes enfants. Maintenant, moi et vous aussi, nous avons une histoire quand même à raconter à tout ce qui est de la gardienne de cité, dans le bas fond de nuit, dans une forêt ou dans un lieu quelque insolite. Là, vous avez maintenant une histoire à raconter pendant la guerre, dans un moment de repos, dans une friche, dans la vieillesse, à vos petits enfants, quand vous serez vieillis. Là, ça marche, ça circule, ça se traduit, c'est extraordinaire, ça se traduit sans reste, je dirais. Là, c'est une idéalité pure, une noésis pure, ça dépend seulement de l'âge, hein. Une noésis pure et parfaitement traduisible, parfaitement universelle, parfaitement communicable, mais pour les entendements, à un certain niveau. Mais chaque entendement, dans chaque niveau, peut l'entendre, peut s'amuser, et cette histoire peut l'intriguer, mais compréhension totale, faire chuter, c'est un peu plus tard. C'est tout. Même pour moi, plus tard. Parce que c'est une histoire si compliquée, inouïe, d'une complexification inouïe, et d'une simplicité, d'une lucidité, d'une clarté. À hébéter. Alors je disais l'objet perdu ou l'objet trouvé, c'est-à-dire plutôt le contraire, l'objet trouvé qu'ensuite perdu, parce qu'on a trouvé, on a laissé. Chaque objet, on le laisse, en fait, l'objet c'est quelque chose qu'on laisse, qu'on ne peut pas approprier complètement. On approprie l'écrit, on approprie une certaine façon l'image. On peut devenir l'image aussi, ce sont des histoires compliquées. Alors ce que je voulais dire, enfin je disperse le sujet, mais l'autre jour, je disais l'autre jour, il s'agissait de l'objet. Et j'ai fait une quête vers l'objet que j'avais déjà trouvé, que j'avais laissé sur place.
pour une raison très matérielle, c'était lourd, c'était en fer, un bloc de fer. À ma connaissance, il s'agissait d'une serrure de Moyen-Âge, d'une porte énorme. Il est possible que ce soit la porte de quincaillerie, je dirais, de Sainte-Sophie. Vous avez compris, Perşembe Pazar, il y a une grande auberge qu'on utilise comme quincaillerie, mais il s'agit d'une fondation pour l'entretien de Sainte-Sophie fondée par Mehmet de Conquérant, etc. C'est mon approchement. Il s'agissait d'une serrure incroyable, lourde, etc. Avec un trou, avec une inscription. J'avais photographié, je les avais nettoyés avant de photographier, mais comme c'était tellement lourd, je les laissais reposer. Mais et après tout, c'est neige, intempéries. Donc après un mois, je planifiais toujours comment je vais ramasser, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et j'ai eu, après cette décision de sculpture, je disais, en fait, j'ai commencé à faire encore sculpter après 35 ans. J'ai pas touché le marbre ni fer. Et j'ai décidé de faire des matériaux pour la sculpture. Sinon, un cabinet de curiosité aussi, ça me suffirait. Mais je suis allé, c'est comme une GPS, je connais les coordinates très précis, l'endroit où je laissais à reposer et tout. J'ai passé quand même 1 heure et j'ai pas trouvé et j'ai demandé à des gens de lire quand même. Et ils ont dit que bon, on a laissé ça pour que quelqu'un ramasse, qui gagne de l'argent en ferraille. Bon, ferraille, d'accord. Voilà. Ce jour-là, je fais une prière intime, juste avant. Et si la Providence ne veut pas que je sois fatigué avec cet objet, que ce soit une lourdeur, comme des livres qu'on ne lit pas, des lourdeurs sur une âne, n'est-ce pas, c'est une citation de Coran, alors que Dieu m'offre un autre objet, un autre signe, un autre indice pour poursuivre mon chemin. Donc à l'absence de l'objet. Donc j'ai un engagement avec l'objet, même à l'absence d'objet, je m'adresse à la Providence secrètement, qu'on me fasse un autre signe d'objet de l'ordre objectal, c'est-à-dire que je puisse reconnaître quand même que son récurrence, son occurrence et tout, ça soit phénoménal pour moi. Sinon, ça reste comme possible. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est devenu un film, n'est-ce pas, qui s'appelle... Qu'est-ce que ça s'appelle? À mon avis, un sous-titre, c'est Orthodoxie. Mais avant ce film, il y avait quoi? Il y avait Docta Ignorantia. Il y avait cette grande découverte martienne de Sinope. Donc tout est déclenché ce jour-là, en rentrant, n'est-ce pas? Je suis tombé sur une église que je connaissais déjà, mais c'était porte ouverte, première fois dans ma vie. Hein. C'était bien accueillant, ouverte, deux portes ouvertes. C'était toujours fermé, caché, brûlé, incendié, en ruine. Cette église orthodoxe turque, donc
que je n'ai même pas fait entrer à l'intérieur. J'ai passé le couloir, j'ai photographié une série d'effigies qui m'a fait ensuite réfléchir sur l'histoire de Marcion et de Diogène. Cette histoire de iconographie Diogène m'intéresse énormément. Ces chiens, cet homme, grand philosophe qui est Diogène, et Marcion et Saint-Nicolas. C'est ça. Voilà. Elle change à l'absence d'une ferraille, une masse de fer, une serrure. Toute serrure s'est ouverte. Je trouvais les clés des clés, la clé des songes. C'est ça. Là, je me bats sur plusieurs fonds, comme Jacques Derrida, donc j'ai plein d'objets en attente, en souffrance. Donc c'était aujourd'hui, je ne cite pas le nom pour la raison de sécurité de quartier que je suis venu presque avec un voyage de car 1h30. J'ai bien dormi. Je savais que j'avais ouvert les yeux à fond quand je suis arrivé là. Là, j'aurais beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire anamnésis. Donc aujourd'hui, là où je suis venu, c'était pour quelques pages, donc un livre déchiré d'une bibliothèque inconnue que maintenant connaît l'origine, etc. Vous savez, j'avais déjà photographié et publié, donc c'est une récurrence. C'est pas occurrence. Là, ça fait une réminiscence. Donc, ça renvoie un fond de mémoire et ça fait travailler sur plusieurs fronts à la fois. Pour l'instant, ce que je voulais dire, tout ça, il ne faut pas inventer ça. J'ai fait des constatations comme des choses, petites régressions et des petites retentions et des petites protensions, c'est ça. Rétrospectivement, aujourd'hui. Au revoir. Et sans oublier le guidon et le pédale, je me suis bien installé aujourd'hui. Ce guidon, c'était tout à fait pour moi, pour s'asseoir confortablement et pour pouvoir parler. Maintenant, je vais porter toujours ce guidon avec moi. Un guidon sans bicyclette, bien sûr. Non pas un pédale sans guidon. C'est autre chose.